commencer ce deuxième jour de notre 23e congrès Dr Haj Driss El Jillouni. Donc, alhamdoulilah, hier, tout s'est très bien passé. Et dans le respect, bien sûr, des mesures barrières, avec, comme vous le savez, les tests antigéniques avant l'accès à la salle. Je tiens à remercier encore mon ami, c'est Hassan Chili. Donc ça va être une session interactive comme il sait le faire. Et je renouvelle mes remerciements à l'ensemble du bureau de la CPP, et particulièrement au docteur Dalil Abdelhassan Monta, cheville ouvrière, et notre secrétaire général. Merci. Donc cette session sera modérée. Je tiens à les remercier. Ils font un travail, toute l'équipe de la Goutte de lait, et surtout pendant ces temps, ils font un travail exceptionnel. Et nous, en tout cas, dans nos cabinets, ils nous aident beaucoup. Donc, mon ami, le président de la Goutte de lait, Sila Alami, et puis son compagnon de tous les jours, c'est Khattabi Shakib, et tous les membres de la Goutte de lait, qu'ils soient pédiatres ou de l'équipe paramédicale. Donc la parole, c'est Alami pour présenter ces sujets. Merci. Merci, Monsieur le Président. Professeur Chili, Hassan, il est connu par tous les pédiatres, ancien prof au CHU de Casablanca, actuellement depuis des années au niveau privé. Tout le monde le connaît très bien, je ne vais pas le présenter. Pour ne pas tarder, je vais lui passer la parole pour traiter donc, les otites moyennes de l'enfant. Merci mon cher ami, docteur Alami. Merci Sertavi également. C'est Afif qui me fait le plaisir et l'honneur d'être là parmi vous régulièrement. Et Dalil Abdelhassan, ma grande amie de quelques dizaines d'années. Alors, j'ai choisi aujourd'hui un thème qui me semble pourquoi intéressant. Intéressant parce que j'ai souvent l'impression, et vous excuserez ma franchise, j'ai souvent l'impression que les pédiatres font une impasse sur l'otite séreuse. Une impasse non pas par méconnaissance, mais une impasse parce qu'il y a des situations difficiles et malheureusement, à l'âge adulte, ces enfants en payent un lourd tribut. On va voir ça ensemble. Alors pourquoi j'ai appelé ça otite moyenne aiguë de l'enfant, en fait séreuse ou sérieuse? Vous avez vu là, toute la différence. Et en fait, dans cette sémantique au niveau du I, et là je pense qu'après cette session, on va vraiment mettre les points sur ces I. D'accord? Alors, voilà comment ça va se passer en 5 stades, 5 phases. On va essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Comment l'enfant, un jour, va développer une otite séreuse. Puis enfin, on verra les éléments de diagnostic que vous connaissez bien, qui sont très simples et qui relèvent de l'autoscopie minutieuse. Pourquoi je me suis intéressé à cela et dire parce que c'est des otites sérieuses, parce que ces otites et ces aspects du tympan malheureusement provoquent un certain danger. Quels sont les protocoles de prise en charge qui sont universellement connus? Et enfin, on finira par quelques recommandations. Bien, je tiens à signaler déjà que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Je ne vends pas d'endoscope, je ne vends pas d'autoscope, et je suis là uniquement pour partager avec vous une réflexion. Alors, le pourquoi du comment. On va voir que les otites séreuses, c'est déjà ce qu'on appelle en anglais métitis, audio-métitis media, with effusion. Effusion, c'est-à-dire il y a une effusion, il y a un épanchement rétrotympanique avec ou sans signe d'infection de l'oreille moyenne. Alors, dans la définition, c'est sans signe d'infection. Donc déjà, quand on dit sans signe d'infection, ça peut vous rendre compte de l'intérêt ou pas de donner un antibiotique face à ces enfants-là. D'accord? Et ces situations. Donc c'est une otite moyenne chronique à tympan fermé, n'est-ce pas? Et vous voyez que près quand même de 50% chez l'enfant entre 1 et 5 ans. Alors, quelques réflexions. Les réflexions sont là. D'abord, si vous engagez un traitement médical, est-ce qu'il y a réellement une efficacité à long terme? Parce que c'est là le problème.
Ce n'est pas quand l'enfant sort de votre consultation ou de votre service, mais c'est plutôt quel sera le devenir de cette oreille. Et c'est comme ça qu'on va engager ou pas un traitement efficient à long terme qui va protéger malheureusement la dégradation de l'état de l'oreille moyenne. Et puis, c'est une pathologie séreuse, mais en fait, c'est une pathologie sérieuse, comme vous l'avez bien vu, parce qu'il y a réellement un danger évolutif. Et ce danger évolutif, je crois que s'il y a une seule chose à sortir de là, de cette présentation, c'est de comprendre qu'à chaque fois que vous voyez une otite séreuse, vous allez prendre la part belle de la réflexion et dire attention, même si vous inquiétez les parents, je pense qu'il faut les inquiéter, parce que très souvent, et vous le savez malheureusement, quand il n'y a pas de douleur, ce qui est le cas d'une otite séreuse, les parents sont complètement absents et les enfants, malheureusement, leur oreille évolue à bas bruit vers des pathologies difficiles. Alors, pourquoi l'enfant? Parce que mon enfant a une particularité, vous le savez bien, cette trompe de Stache que vous voyez ici, chez l'enfant, cette trompe de Stache est presque horizontale, elle est courte, n'est-ce pas? Et il y a une immaturité des muscles péristaphylins qui la font fonctionner. En plus de cela, il y a une immunité locale qui est basse, avec la présence de végétation adénoïde qui est un facteur obstructif important, surtout également le fameux reniflement de l'enfant, et qui malheureusement entretient des pressions négatives au niveau de cette trompe de Stache. Et donc, vous voyez, tous ces éléments anatomiques et fonctionnels font que l'otite séreuse n'est pas une pathologie de l'adulte. Et c'est pour ça qu'elle est exclusivement ou quasi exclusivement une pathologie de l'enfant. La deuxième chose, ce sont les végétations, vous avez vu. Et donc, malheureusement, il ne faut pas oublier, et je vous rappelle, ça c'est des réminiscences d'une trentaine d'années, quand nous avions des étudiants en médecine pour valider leur stage de pédiatrie, on leur demandait une ordonnance simple, et si l'étudiant avait oublié la toilette nasale, ce qui je pense aujourd'hui est le plus important message à passer quand vous avez une otite, c'est beaucoup plus de vous orienter sur la toilette nasale régulière pluriquotidienne plutôt que sur une antibiothérapie. Parce que l'antibiothérapie va régler les choses momentanément, mais vous ne saurez pas comment évolue le patient. Alors, les éléments du diagnostic maintenant. D'abord, vous savez que chaque enfant a son histoire. Et il y a plusieurs histoires pour évoquer une otite séreuse. Mais rappelez-vous que c'est surtout un examen clinique qui permet de vérifier les tympans. Et là, on va pouvoir en parler. Vous savez, j'ai fait des dizaines de formations aux pédiatres des différentes villes pour apprendre ou être pertinent dans la lecture du tympan. Je pense que c'est toujours là où le bas blesse, parce que le conduit est petit, parce qu'il y a beaucoup de sécrétions, parce qu'on n'y voit pas très clair, et parce que surtout, vous excuserez cette franchise, mais il n'y a pas toujours eu une formation sur la lecture du tympan. Donc moi, à chaque fois que je fais un atelier sur l'oreille, je suis toujours là à dire à mes amis pédiatres, je suis toujours disposé comme vous voulez, à vous prendre en petit groupe, peut-être à ma consultation, encore mieux dans des ateliers de formation où on pourra essayer de vraiment sortir avec une lecture du tympan qui soit saine et qui soit de plus en plus pertinente. Alors, y penser devant les aspects atypiques, chacun a son histoire. D'abord, la déficience auditive de l'enfant. On va voir un enfant qui ose la voir et qui répond de façon inconstante et qui monte le volume de la télé ou de la musique. Alors, les parents vont vous dire, souvent, l'enfant, il aime bien écouter la musique fort et il bouge la tête avec. Et puis, plus que ça, il est un peu dans son monde. Quand il joue, il n'aime pas qu'on le dérange. Ça n'existe pas, ça. Un enfant ou une audition est toujours stimulée par un stimulus sonore, quel qu'il soit. Et donc, il y a toujours, en fonction de l'âge, une réaction d'orientation conditionnée quand l'enfant est petit, en bas âge, ou encore une réaction qui est faite quand l'enfant entend ce bruit ou les paroles qui l'interpellent. La seconde chose, c'est au niveau de la sphère comportementale. Et là, j'ai deux messages à passer à mes amis. Le premier, c'est attention, quand l'enfant ne parle pas encore, on va le voir, l'orthophoniste n'a rien à voir là-dedans.
L'orthophonie, si l'enfant n'entend pas, il ne pourra absolument faire aucune espèce de bilan. Il peut faire un bilan, mais si l'enfant n'entend pas les consignes, il n'y aura pas de réponse. Donc attention, à chaque fois qu'il y a un enfant qui a des troubles du comportement, et qu'est-ce que c'est que le trouble du comportement? C'est l'enfant qui s'agit, c'est l'enfant qui n'arrive pas à se concentrer, c'est l'enfant qui ne réagit pas de façon cohérente à une consigne, et tout cela, c'est très très important de penser au-delà de l'autisme, au-delà de l'enfant qui a son monde, de penser qu'il peut y avoir une déficience auditive. D'ailleurs, les autistes doivent avoir de façon pertinente un bilan audiométrique poussé pour écarter une cause organique de ce trouble de la communication. Alors, donc, tout cela va engendrer des difficultés et un retard scolaire. Vous avez vu qu'ici, à aucun moment, nous n'avons évoqué une douleur. Et c'est malheureusement, quand les parents sont très occupés, quand l'enfant malheureusement est laissé à charge par une troisième personne, une ménagère, une grand-mère, une voisine, etc., on ne se rend pas compte que cet enfant a un petit décrochage de la vie sociale parce que, bon, de toute façon, il va se mettre en retrait parce qu'il n'entend pas. Alors, les aspects otoscopiques, c'est fondamental. À côté, en face d'un tympan, il est pas savant, mais il est naturel de savoir reconnaître sa couleur, sa transparence et surtout sa brillance. Et ça, c'est fondamental. Ce sont les trois critères qui vont juger de la normalité d'une membrane tympanique. Couleur blanc nacré, c'est la couleur de l'épiderme. Transparence parfaite, parce qu'un tympan transparent signifie que la trompe d'Eustache est bien fonctionnelle et que l'oreille moyenne est bien aérée. Et la brillance signifie que le tympan est fin, n'est-ce pas, et qu'il sait réfléchir la lumière de votre otoscope ou de votre lumière frontale. Ça, c'est très important. Alors attention, à côté de cela, ce tympan va prendre une couleur saumonée, un peu ocre, vous savez, ça ressemble au jaune rouge de Marrakech, d'accord? La couleur ocre, vous la connaissez bien. Cette transparence va se transformer en un tympan peu transparent, opaque, et puis la brillance va laisser la place à ce caractère mat. On dit qu'il est mat parce qu'il ne réfléchit pas la lumière, et c'est très important. Donc quand vous avez un de ces aspects-là, sur un tympan, même s'il n'y a pas de doléance par rapport à cela, et là j'entends bien s'il vous plaît, des dizaines de pédiatres m'ont souvent envoyé des patients pour un ronflement, pour une chirurgie amygdalienne ou adéno-amygdalienne. Et très souvent, l'examen systématique du tympan, et vous le comprenez bien, montre qu'il y a une collection, un épanchement rétrotympanique, qui est non douloureux, qui est chronique et qui de toute façon n'a pas fait parler de lui. Mais voilà que toute la sphère rhinopharyngée déplace l'attention du praticien vers l'oreille, parce que c'est là où ça commence. Ça commence par une otite séreuse, et je vais vous montrer où ça finit malheureusement. Alors, il n'y a pas une otite, mais des otites. La maman vous dit, vous êtes en mesure de pouvoir dater, de pouvoir relater si cet épanchement est récent ou il est ancien. Ça dépendra de la transparence du tympan et ça dépendra de la qualité du liquide qu'il y a derrière le tympan. Ici, on voit que, en fait, le tympan est liquidien, avec un niveau hydroaérique. Donc ici, il y a du liquide. Ce liquide n'est pas épais. Mais c'est tout simplement un rhume banal avec une inflammation de l'oreille moyenne récente. Par contre, vous voyez, là c'est différent. Le tympan est moins transparent. Vous avez ici une vascularisation diffuse, c'est-à-dire qu'il part du île vers les cadrans de l'oreille. Et puis surtout, la collection. On n'aime pas parler de collection, parce que quand on dit collection, on parle infection. Ce n'est pas vrai, c'est une erreur. C'est un épanchement, d'accord? Il y a du liquide derrière le tympan, et ça, on peut signaler que l'épanchement est ancien. Et là, il est très ancien, regardez, parce que le tympan est complètement jauni. On dit qu'il est jauni à cause des fragments des pigments d'hémosidérine qu'il y a dans le liquide de l'oreille moyenne. Et vous avez bien vu que le manche du marteau ici commence à être rétracté, c'est-à-dire qu'ici
non seulement il y a le liquide, mais il y a l'aspect du tympan qui prouve vraiment qu'on est passé longtemps à côté de ce diagnostic. D'accord? Donc c'est un épanchement très ancien. Et donc, quand l'épanchement est récent, c'est dans le nez que ça se passe, ne cherchez pas à mettre des gouttes. Alors, on voit, peut-être le chétrtera, chez la pharmacien, je réitère encore, pour la énième fois, les gouttes ne passent pas sur un tympan normal. Les gouttes sont données quand il y a une pathologie du conduit ou une oreille perforée, ou un tympan perforé, parce qu'on veut qu'il y ait une action locale dans l'oreille moyenne. Or, sur un tympan intact, ben, il n'y a aucun passage de ces gouttes dans l'oreille moyenne, donc ça ne sert à rien. Quand l'épanchement est récent, aéré. Quand il est ancien, traitez l'inflammation de l'oreille moyenne. Quand c'est très ancien, ben là, ça se déplace, ben vous êtes réellement dans une pathologie chronique de l'oreille moyenne, et il faut donc aérer l'oreille moyenne. Alors, c'est pour ça que vous avez compris que dans l'OSL, il faut un diagnostic précoce, parce que ce diagnostic précoce va vous apporter une prise en charge adéquate, et c'est le plus important. Alors, quid des explorations donc? Très souvent, on dit, ben écoutez, c'est pas la peine de faire des explorations, puisque de toute façon, il y a du liquide. Ce liquide va s'interposer à la vibration fonctionnelle de la membrane tympanique, et donc forcément, il y aura à la fois une baisse de l'audition et à la fois une baisse de la vibration de la membrane tympanique qui peut être mesurée par l'impédancemétrie. L'impédancemétrie, les mesures pressionnelles de l'oreille moyenne et les mesures de la vibration du tympan. L'impédancemétrie est de 3 ordres. Vous envoyez un son au niveau de l'oreille moyenne. Le son fait vibrer la membrane tympanique. C'est qu'il y a de l'air derrière le tympan. Quand il y a ici une courbe qui est décalée vers les pressions négatives, ben on parle d'un tympanogramme pathologique parce qu'il règne une pression négative derrière le tympan. Voyez comment nous, avec cela, sur un tympan normal, on demande une impédancemétrie et on dit, écoutez, votre enfant, le tympan est bien, mais votre enfant n'est pas tiré d'affaire. Voilà ce qu'il faut. Parce que vous craignez que cette pression négative de l'oreille moyenne engage des processus de rétraction du tympan. Et là, vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, c'est quand l'oreille moyenne est complètement pleine, vous avez un tympanogramme type B et vous êtes certain, dans la corrélation clinique, qu'il y a du liquide derrière l'oreille moyenne, derrière le tympan. Voilà, par exemple, ici, un tympanogramme où vous pouvez voir à la fois la platitude de la courbe et la pression négative en décapascal derrière la membrane tympanique. Alors, je vous rappelle que cette pression doit être de l'ordre de 0. Parce qu'elle calcule en fait la différentielle entre la pression atmosphérique et la pression de l'oreille moyenne. Et donc cette différentielle doit être allée. Si elle est négative, elle doit pas dépasser moins 15, moins 20 décapascal. Merci beaucoup aussi. D'accord, parfait. Alors, attention danger. Quelles sont les forces en présence? Ben, les forces en présence sont là. La trompe de sachet dysfonctionnelle, elle va engager un épanchement avec 2 choses que vous devez connaître. Les pigments d'hémosidérine qui sont derrière le tympan, mais surtout la présence de protéases qui sont des enzymes protéolytiques. Or, qu'est-ce que la membrane tympanique? Ben, la membrane tympanique est faite d'une couche intermédiaire, qui est la couche fibreuse, qui est riche en protéines, et qui donne en fait toutes les propriétés acoustiques et les propriétés élastiques de la membrane tympanique. Donc, quand le liquide va persister derrière le tympan, ben malheureusement, les protéases vont pouvoir agir, et au fil du temps, il va y avoir une disparition de la lamina propria, et le tympan va perdre sa résistance. Et s'il perd sa résistance, comme il règne une pression négative, qui est une pression d'aspiration, c'est terminé. Dans quelques années, vous allez perdre le bénéfice de cette membrane tympanique. Elle va s'atrophier, donc le tympan va se commuer en 2 couches avec une vulnérabilité du tympan au lieu de 3 couches, et ça, malheureusement,
vous allez vers le grand point d'interrogation, c'est-à-dire la catastrophe qui va venir et on va en parler. Alors, la pression, les choses sérieuses commencent quand la pression, ici, apportée par le nez, malheureusement, n'arrive pas à équilibrer les pressions. Et rappelez-vous, quand la muqueuse est mal oxygénée, elle commence à devenir pathologique. Elle crée une hypercrémie, qui est l'hypersécrétion, avec une modification de la quantité et de la qualité de la muqueuse du liquide de l'oreille moyenne. Je vous rappelle que l'oreille moyenne, c'est exactement comme un arbre respiratoire, c'est un épithélium pseudostratifié cilié avec cellules à mucus. Donc il y a une modification du mucus dans sa composition et dans sa consistance. Vous voyez que les pressions vont augmenter et il va y avoir malheureusement des jeux de pression à l'intérieur avec une pression négative qui est une pression d'aspiration. Et le tympan résiste, oui, mais attention, cette membrane va finir par avoir le pas, malheureusement, sur cette pression, comme un aspirateur, et quand la pression est négative, ben, le tympan est aspiré en dedans. Et quand il est aspiré en dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que l'otite séreuse a bien travaillé et que malheureusement on a perdu le pas. Pourquoi? Parce que malheureusement la couche intermédiaire du tympan ne va jamais se reconstituer. Il faudra à terme proposer ce qu'on appelle une chirurgie de renforcement tympanique, c'est-à-dire, ça se fait très simplement aujourd'hui, prélever du cartilage et mettre du cartilage en dessous du tympan pour que le tympan ait une assise plus solide. Et ça, c'est quand même chirurgical. Alors, quand c'est plus grave, c'est plus grave. Alors, il y a deux types de catégories de praticiens, on va dire, on ne va pas dire pédiatres, mais praticiens. Ceux qui ont un œil furtif, vous le voyez, d'accord, très rapide, qui va regarder ça rapidement, et au contraire, ceux qui vont mettre en place une certaine intelligence artificielle ou intelligence humaine, où l'œil est plus averti, parce que à force de regarder, on finit à avoir entre les détails. Regardez ici par exemple, s'il vous plaît. Je pense que là, pour tout le monde, ça ne fait aucun doute. C'est une otite séreuse. Elle n'est pas séromuqueuse, elle est séreuse. Pourquoi? Le type, l'aspect est extrêmement simple. Vous avez un niveau hydroaérique, les bulles en avant, on va le voir. Dans l'œil furtif, vous allez voir un épanchement séreux avec des bulles d'air en avant du tympan et sur la partie postérieure, un épanchement séreux. Et donc le diagnostic est fait. Mais regardez ce que va voir l'œil qui est averti. L'œil averti, lui, j'espère que vous l'avez vu parce que vous êtes averti, va voir cela. Regardez, cette partie du tympan, vous avez vu? Avec une bonne visibilité de la branche descendante de l'enclume. Ça y est, on commence à perdre la partie. C'est-à-dire que le tympan est en train de se rapprocher de la branche descendante de l'enclume et donc la visibilité de cette branche signale qu'il y a un début de rétraction tympanique. Vous avez vu que, méfiez-vous, on veut voir entre les lignes, faire un diagnostic, c'est bien, mais le détailler, c'est encore mieux. Et regardez, le tympan est loin de la branche descendante. Regardez la membrane tympanique, où est-ce qu'elle est? Regardez la branche descendante de l'enclume sur un vue de profil. Et donc, quand vous avez le tympan qui adhère à cette membrane ou qui la montre, malheureusement, c'est que le tympan est allé jusqu'à là et donc il a perdu un peu de sa consistance. Regardez ce que donne l'aspect endoscopique. Regardez un tympan qui respire, s'il vous plaît. Regardez. Vous voyez, ce n'est pas une pathologie. C'est une atrophie tympanique. Ce gars a certainement eu une trentaine d'années. Il y a des plaques calcaires. Vous avez vu que le tympan est un peu remanié. Là, c'est une atrophie tympanique, très probablement avec une otite séreuse de l'enfance. Et vous avez vu que le tympan respire. Il est synchrone au mouvement respiratoire. En Valsalva, regardez, c'est très édifiant, s'il vous plaît. Regardez cette image et regardez ce qui sort ici, en ballon de baudruche à la manœuvre de Valsalva. Tout ça était à l'intérieur. Regardez, ça continue. Vous voyez? Toute cette partie est très élastique et donc au fil du temps, vous allez avoir un contenu au niveau de l'oreille moyenne qui ne fait qu'augmenter jusqu'à la micro-rupture avec passage d'épiderme et c'est là où l'otite séreuse va engendrer une rétraction et cette rétraction va engendrer une cholestéatome de l'oreille moyenne. D'accord? Notez l'élasticité du membrane. Alors, quelques situations très simples. Regardez ici par exemple avec un aérateur transtympanique qui est complètement bouché et avec une visibilité parfaite. Là, on est devant une pathologie de l'oreille moyenne évolutive, malgré la mise en place d'un aérateur.
De l'autre côté, regardez, ici, même chose. Vous avez une rétraction tympanique avec en plus une collection qui est là, un épanchement bulleux. Et là, vous avez vu, là encore, la même chose. Vous savez ce que c'est ça? Ça, vous savez ce que c'est? C'est du sang. Il vient d'où? Ça, malheureusement, c'est un effort de mouchage, contre pression. C'est un enfant qui va se moucher, la maman va le moucher, elle va le pincer en le mouchant, et lui va pousser alors que le nez est bouché, il crée un barotraumatisme, et c'est le saignement au niveau de l'oreille moyenne. Donc il faut apprendre à l'enfant à se moucher. Les différents aspects de l'otite séreuse, vous les avez vus, bon, ça dépendra du liquide. Et voilà, enfant de 9 ans. C'est comme dramatique d'en arriver là. Regardez s'il vous plaît. Regardez le cratère qui s'est mis en place au niveau de la zone épitympanique. C'est une rétraction tympanique extrêmement profonde et grave parce que cet enfant-là va avoir un statut auditif, bien sûr, qui est très compromis. D'accord? L'importance de l'otite séreuse dans l'audiogramme, c'est de vérifier la perte. Et la perte, regardez, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Quand la transmission dépasse 35 décibels, ça engendre un retentissement social, avec un isolement, avec un retard scolaire. Ici, il n'y a plus de place au traitement médical ou à la surveillance armée. Il faut être beaucoup plus agressif pour sortir l'enfant de ça. L'otite séreuse, vous l'avez vu, ne cède pas à la rétraction tympanique à cause du liquide, et celle-ci va se transformer. Je ne sais pas combien d'otites séreuses vont se transformer en otite séreuse, en cholestéatomateuse, mais en fait, ce n'est qu'une question de temps. Alors, vous avez la chance de voir ces enfants-là. Malheureusement, vous ne les voyez pas au-delà de 18 ans, de 16 ans pour certains. Les pathologies chroniques sont là et sont très souvent des réminiscences de ce qui s'est passé dans l'enfance. Souvenez-vous. Voilà là encore la même chose. Ça, c'est encore plus grave. Regardez, vous avez vu le liquide citrin qui est à l'intérieur? Non seulement elle a une poche de rétraction, mais en plus elle a du liquide citrin. Ça veut dire que non seulement sa pathologie est en train d'évoluer, et c'est une poche de rétraction qu'on appelle active. C'est-à-dire non seulement le tympan se rétracte, mais l'oreille moyenne est encore inflammatoire. Il faut vraiment... Alors, je voulais vous montrer ça quand même, parce qu'il n'y a pas que le tympan que ça bousille. Regardez, ça c'est une vue endoscopique d'une chirurgie pour la rétraction tympanique. Vous savez qu'aujourd'hui, quasiment tous les malades sont opérés par voie endoscopique. On ne fait plus de chirurgie postérieure, c'est fini, n'est-ce pas? Et regardez ce qui se passe. Il y a des séquestres qui sont apportés par malheureusement, regardez, des séquestres osseux que l'on va retirer, vous avez vu, il n'y a plus rien, regardez, c'est vraiment des fragments d'osselets, et regardez le facial, comment il est nu ici, vous voyez? Donc, les dégâts n'intéressent pas uniquement la membrane tympanique, qui peuvent être plus profonds que ça. L'otite séromuqueuse, donc, prise en charge précoce et adaptée, et retarder ou éviter le passage aux otites plus agressives, c'est tout le rôle des dépistages. Les protocoles prise en charge, je pense qu'il ne faut pas banaliser, c'est une otite presque dangereuse. Vous allez lire que plus de 80% dans les bibliothèques ou académiquement, plus de 80% des otites séromuqueuses peuvent se guérir spontanément une fois qu'on lève l'inflammation du nez. Et moi, je ne pense pas à cela. Je pense uniquement à ceux qui sont plus agressifs et qui peuvent détruire le pronostic de l'enfant. Sur la prise en charge, il faut évacuer le liquide, il faut aider à ce que la trompe se remette à fonctionner, ne se collate pas, et puis lutter contre un dysfonctionnement. Alors, le traitement médical, c'est de voler. Les antibiotiques et les adjuvants, les AINS, pour l'antibiothérapie, c'est très peu clair. Vous savez que dans les séries, dans les méta-analyses mondiales, on trouve extrêmement peu fréquemment, je ne peux pas vous donner de chiffres parce que ça dépend des séries, on retrouve les germes de l'otite moyenne aiguë que vous connaissez, l'hémophilus, le streptocoque pneumoniae de Moraxella, mais à très peu de concentration. Et donc, vous voyez, les documents montrent qu'il n'y a absolument aucun bénéfice à long terme de donner un antibiotique dans cette pathologie. Et dans les autres, les corticostéroïdes locaux. Alors, on voit beaucoup de prescrire des gouttes, ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas recommandé parce qu'il n'y a pas eu de preuves médicales. Le niveau de preuve est très bas. Et donc, ce n'est pas recommandé dans ces situations-là. Alors, corticothérapie, oui, prédnisone à 1 mg kg en cure courte, j'entends bien cure courte, hein, méfiez-vous. Hygiène nasale fondamentale
qui est impérative. Alors l'hygiène nasale, ça peut faire le débat, et on a fait à El Jadida à plusieurs endroits avec les pédiatres, ça peut faire entièrement l'hygiène nasale de l'enfant, une conférence ou une demi-journée de débat là-dessus pour montrer comment cette hygiène nasale peut se faire. Les aérateurs ont une place de choix très très simple, associée à une adénoïdectomie. Je finis ici, la ami. J'ai encore quelques diapos, mais c'est très simple. Je voudrais juste attirer votre attention, s'il vous plaît, sur la qualité du liquide que je vais aspirer. Regardez, injection radiaire, regardez le liquide qui vient, regardez le liquide qui est aspiré, s'il vous plaît. Je me bats avec l'aspirateur pour pouvoir vider l'oreille moyenne, avec bien sûr des règles. Il ne faut jamais s'approcher de la méringotomie parce que vous pouvez créer un traumatisme sonore. Et là, en bouton de chemise, ben vous allez appliquer et rentrer votre aérateur sans aucune difficulté. Alors, bien sûr, cet aérateur a des recommandations, on peut en parler si vous le souhaitez, et cet aérateur malheureusement arrive un peu tard parce qu'il ne traite que la conséquence de ce liquide, du dysfonctionnement, mais il a un rôle à jouer dans le nettoyage. Regardez par exemple comment le tympan est redevenu transparent, et on peut avoir à mettre des aérateurs de longue durée qui sont en fait ce qu'on appelle des T-tubes et qui vont rester en place pendant au moins 2 ans. Ils peuvent se compliquer, ces aérateurs, c'est pas le plus important. L'OSM peut se reconstituer, il peut y avoir des granulations autour du tube. Bref, ça c'est des histoires d'ORL. Les autres traitements, c'est n'oubliez pas la rééducation, n'oubliez pas ça, voilà. Dès que vous avez un enfant qui a le nez bouché et qui a la première otite, ne perdez pas de temps. Et apprenez-lui à bien laver le nez. Et il y a des dispositifs maintenant qu'on appelle l'autovent, on pourra en parler, et qui permettent d'entretenir, vous voyez, once a diagnosis of glue ear is made, c'est-à-dire dès le moment où vous avez diagnostiqué l'otite séreuse, mais il faut engager une rééducation. C'est le seul moyen de retarder la mise en place de l'aérateur. D'accord? Et la particularité de l'enfant, c'est ça, c'est qu'il a un reniflement. Dans l'algorithme, et sur ça je finirai, s'il vous plaît, il faut être très 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 vigilant. Ça c'est un algorithme très simple pour vous dire que le traitement très souvent quand l'atteinte est chronique, c'est un aérateur avec ou sans adénoïdectomie, on en parlera si vous le souhaitez, et que la surveillance à long terme s'impose. Et la surveillance à long terme c'est quoi? Ben c'est ça, regardez, c'est ça que je voulais voir avec vous. Quand un enfant a fait une otite moyenne aiguë, ne le perdez pas de vue. C'est pas parce qu'il n'a plus de fièvre, parce qu'il n'a plus de douleur qu'il va bien. Regardez combien d'otites il y a, bien différencier les otites moyennes pour mieux les prendre en charge. Regardez combien d'otites, dans quel cadre nosologique. Quand vous avez vu l'enfant avec l'oreille douloureuse, congestive et une fièvre, c'est une otite, oui, le diagnostic est fait. Là, c'est une otite, oui, mais quelle otite s'il vous plaît? Est-ce que c'est une otite moyenne aiguë simple? Est-ce que c'est une otite moyenne aiguë prolongée? Est-ce que c'est un épanchement résiduel après une otite? Est-ce qu'elle est récidivante? Est-ce qu'il y a un épanchement? Est-ce qu'il y a une otite séreuse? Est-ce qu'il y a une otite séreuse surinfectée? Vous voyez que c'est compliqué. Et donc, quand vous voyez l'enfant à ce stade, ben vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que c'est tout simplement une otite moyenne aiguë de nouveau ou au contraire une otite séromuqueuse surinfectée, parce que les deux signes sont là, l'épanchement et l'inflexion. D'accord? Et donc, c'est à vous de faire la part des choses à chaque fois entre les deux, et à chaque fois que vous allez envoyer une antibiothérapie, il faut impérativement, je dis bien c'est une règle, de revoir le patient à G8 pour vérifier qu'il y a une normalisation de la membrane tympanique. Ça veut dire que l'épanchement l'épisode d'otite moyenne aiguë est terminé, on n'en parle pas. Par contre, si le tympan vous paraît anormal, ben là, demandez un avis. Et comment dépister, comprendre et dépister, c'est très important qu'il faille surveiller chaque otite moyenne aiguë à 3 mois, parce qu'à 3 mois, il peut y avoir un épanchement résiduel qui passe à bas bruit et qui ne fasse absolument pas parler de lui, sauf peut-être avec une petite baisse de l'audition que les parents ne vérifieront pas. Merci beaucoup pour votre attention et merci M. le Président. Merci Hassan, c'est clair, c'est très net et je retiendrai surtout la dernière partie, une otite de la contrôler 8 jours après, 3 mois après, pour ne pas passer devant cette otite séreuse. S'il y a des questions dans
salle. Merci. Oui, malheureusement, l'otite séromuqueuse ne parle pas. Au cours de vaccination de pédiatre, il est censé toujours de faire un examen complet. Au cours de l'examen de tympan, on trouve une otite séromuqueuse, mais la maman accepte mal. L'enfant, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de fièvre. Et comment le pédiatre lui dit qu'il y a un problème au niveau de l'oreille? Comment on arrive à expliquer à cette maman pour la convaincre que son bébé, il a une otite séromuqueuse? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il faut avoir la légitimité de le faire, c'est-à-dire, j'ai pris le temps de regarder le tympan, je l'ai vu, il n'y a pas de souci pour moi, le diagnostic est clair. Et je pense que si ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Si c'est clair dans votre esprit, comme la patiente vous fait confiance, sa maman vous fait confiance, vous n'aurez aucune difficulté à dire. Maintenant, c'est pas vraiment l'inquiéter. Dire qu'effectivement, le nez est plein, que l'enfant ne sait pas se moucher encore à cet âge, et qu'il est un renifleur potentiel, et qu'effectivement, il a ensemencé tout simplement son oreille moyenne, et qu'il faille peut-être donner un traitement, c'est à vous de voir, à juger, ou alors l'adresser vers un confrère ORL qui aura plus la main sur cela. Mais je pense que c'est le langage qu'il faut tenir, sans vraiment l'inquiéter. Ne dites pas qu'il y a une répercussion sur l'audition parce qu'ils vont extrapoler, mais dites surtout qu'il y a le nez qui malheureusement ventile mal l'oreille moyenne, et ce n'est pas encore parlant parce que c'est tout simplement du liquide qui stagne, et un soir ce liquide va s'infecter à cause de l'infection et à cause des germes présents dans la sphère nasale, et que la maman va être réveillée à 3-4 heures du matin. C'est pour ça qu'il va falloir, de toute façon dans votre ordonnance, vous aurez de la cortisone pour essayer d'assécher cette oreille moyenne. Vous n'avez pas besoin de l'inquiéter outre mesure, dites-lui tout simplement que l'oreille est enrhumée. Voilà ce qu'on leur dit, nous. Nous, c'est un autre niveau parce qu'ils viennent dans une situation chronique, de liquide chronique dans l'oreille. Il a fait la première, la deuxième, la quatrième, la cinquième otite récidivante, et donc ce liquide se surinfecte en permanence. Vous avez qu'à dire tout simplement que l'oreille s'est enrhumée exactement par voie rhinopharyngée. Ça marche très bien, je pense. Je peux poser une deuxième question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À quel stade on peut envoyer l'otite séromuqueuse vers le spécialiste? Un très beau papier de Robert Cohen qui était avec vous hier et qui a effectivement dit à quel moment. Je pense qu'il y a deux gros volets à cette question. Il y a qu'est-ce que fait quelle est l'affinité, s'il vous plaît. Et très modestement, je ne suis pas là pour donner des leçons. Moi, je pense qu'avec l'état du patient, l'oreille et le devenir de cette oreille du patient, je n'ai pas montré les cas les plus dramatiques. Les enfants qui ont des cholestéatomes des deux côtés. Le cholestéatome n'est pas primitif, il est secondaire à une rétraction. Donc, c'est des enfants dont l'avenir est hypothéqué complètement. La première, c'est quelle est mon affinité et ma pertinence à lire un tympan. La première des choses. Est-ce que je le fais systématiquement? Est-ce que j'ai vu? Est-ce que... pour grand point d'interrogation. Je voudrais rendre hommage quand même à un des grands pédiatres de Casablanca, qui est maintenant à la retraite, et qui n'avait pas froid aux yeux de dire « je n'ai pas réussi à voir » avec tout le recul qu'il avait sur la présence des enfants. Il avait un cabinet bondé de monde, et il avait la courtoisie et la modestie de dire « je n'ai pas réussi à voir un tympan ». Nous avons des aspirateurs, nous avons des endoscopes, nous avons des techniques de coercition de l'enfant. C'est un peu notre métier. Donc, je pense que, premier volet, est-ce que je sais ou je ne sais pas voir un tympan? La seconde chose, c'est quand je vois qu'on est en train de rentrer dans la pathologie chronique, c'est un patient qui n'appartient plus au pédiatre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il va falloir prendre une décision, la mise en place d'un aérateur, la décision de faire une adénoïdectomie. Alors bien sûr, je tiens à rappeler ici que les amygdales n'interviennent pas dans la genèse de l'otite séreuse et qu'il n'est pas de bonne loi de proposer une chirurgie amygdalienne, parce qu'on veut vendre malheureusement certaines personnes qui ont peu de vertu vont aller proposer une amygdalectomie dans le cadre du nettoyage de la sphère ORL pour limiter l'otite séreuse. Absolument pas, c'est faux, n'est-ce pas? C'est comme l'imagerie, il n'y a aucune imagerie qui permettra de diagnostiquer cela. Quand vous voyez que ça échappe à votre contrôle, n'attendez pas l'approche de rétraction. Première, deuxième otite aiguë, récidivante, vous vous dites, est-ce qu'entre les otites, il n'y a pas de liquide
de rétrotympanique, un épanchement qui va se surinfecter régulièrement. Donc à ce moment-là, on fait une impédance, on vérifie la pression derrière l'oreille moyenne et on prend les décisions, je pense, de spécialistes là-dessus. Merci. Merci, professeur Chedi, pour votre intervention. Je pense à notre niveau de pédiatre, il y a un manque de diagnostic d'otite séreuse parce qu'on ne réfléchit pas beaucoup, on ne pense pas beaucoup à cette pathologie. On est surtout conscient de l'otite moyenne aiguë bactérienne où les signes cliniques sont humiliants. La maman amène l'enfant parce qu'il a de la douleur, parce qu'il a de la fièvre. Et je pense pour ce diagnostic d'otite séreuse, il faut que le pédiatre aille chercher ce diagnostic. Donc il faut qu'il demande, est-ce que l'enfant entend? On a souvent la surprise de l'enfant, la maman, les surprises qu'on lui pose la question, est-ce que votre enfant entend? Donc je pense que c'est une question qui doit être posée à tous les enfants ou à tous les parents, parce qu'il y a une agitation, il y a ce trouble de comportement, et aller chercher ce diagnostic de vestibularité auditive. Et dans ce cas, essayer d'examiner le mieux possible l'examen du tampon, parce que ce n'est pas toujours évident, et au moins de doute, il faut l'envoyer chez l'opérateur. J'ai une question qui m'a été posée ici. Comment apprendre à l'enfant pour bien se moucher? Ouf, c'est très long. En quelques temps, ça va être compliqué. Vous savez, il y a des comptines. J'avais fait ça avec Dr Dorrachad Jadida. Et vous savez, vous avez des dépliants qui peuvent, je peux m'en charger si vous le souhaitez, des dépliants qu'on distribue aux mamans et on leur explique. Maintenant, il y a le lavage de nez aussi qu'il faut savoir faire très attention. Les nourrissons ne savent pas de la même façon que l'adulte et il faut impérativement, ce geste-là est d'une priorité vitale. C'est-à-dire que quand vous mouchez l'enfant ou quand vous lui lavez le nez, il est impératif d'appuyer sur le menton en bas pour ne pas permettre à l'enfant de déglutir. Parce que si l'enfant déglutit pendant que vous lavez, tout le liquide va aller dans la trompe de Eustache. Et donc dans l'oreille moyenne, vous allez ensemencer l'oreille moyenne. Et le mouchage se fait à la turque. Vous savez comment les Turcs se mouchent? Non? Eh bien, ils se mouchent narine par narine. Il ne faut jamais demander à l'enfant de se moucher pendant que vous êtes en train. Non, il faut apprendre à l'enfant. Il y a énormément de vidéos sur le net. Ça, je peux vous donner, là encore, avec l'aide de la CPP, des références, et même leur donner un certain nombre d'informations là-dessus. C'est un peu long à répondre en question, mais apprendre à l'enfant de pousser avec une narine bouchée. Vous n'aurez jamais, à ce moment-là, de traumatisme précionnel au niveau de l'oreille. Et il faut bien sûr mouiller les sécrétions, attendre un peu, et puis demander à l'enfant de se moucher narine par narine. Et si vous voulez laver, il faudra impérativement que le menton soit bloqué. Une petite question, c'est que vous venez de dire les gros amygdales, il n'y a pas de compression de la trompe de Eustache? Non. La trompe de Eustache se situe dans le rhinopharynx. Alors, les études sont claires. Les recommandations, je vous envoie, vous mettez recommandations SFORL-OSM et vous avez un texte court qui fait 7 pages et un texte long qui en fait 35. Et vous avez exactement tous les items que j'ai cités qui sont détaillés avec les références bibliographiques. Il n'y a aucun apport de l'amygdalectomie dans le contrôle du l'otite séreuse. De par la situation anatomique, l'amygdale palatine se trouve dans l'oropharynx. La trompe de Eustache s'ouvre dans le rhinopharynx. Donc il ne peut pas y avoir de changement d'étage. On est dans l'oro puis dans l'épipharynx. Il n'y a pas de rapport anatomique, donc pas d'indication. Aîné, je dis aux parents, pour les nourrissons, de les mettre en position dorsale et de faire tourner la tête. Est-ce que c'est un bon moyen lorsqu'on met du stérima ou... Pour les nourrissons, c'est très simple. Il faut les coucher sur le côté. Que vous le fassiez avec la tête ou avec en décubitus dorsal, peu importe. Le plus important, c'est avec une unidose, hein, pas avec les autres produits, parce que vous ne contrôlez pas la pression. Avec l'unidose, vous bloquez la tête pendant que la maman tient, parce que ça, il faut le faire à côté de la maman. Comme ça, la maman apprend à le faire.
Vous bloquez la tête sur le côté, vous envoyez le jet par la narine qui est situé en haut, et puis le jet descend normalement, fait le tour par le cavum et ressort au niveau de... Et puis bien sûr en bloquant le menton. C'est un geste, il ne faut pas mettre la tête en arrière, il faut plus la mettre sur le côté. D'accord? Il faut que l'enfant soit en décubitus latéral pour pouvoir le laver. Hein. Comment on peut faire pour enlever le cerf humain? Pour Le cerf humain. Pour enlever le cerf humain, il n'y a pas de technique, madame. Il n'y a pas de méthode. Il faut avoir un aspirateur. Je sais qu'il y a des médecins généralistes aujourd'hui qui sont équipés d'aspirateurs. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous puissiez en être équipé. Maintenant, il faut connaître vos limites. Il peut y avoir un traumatisme du tympan, une blessure du conduit. Et est-ce que vous êtes habilité à aspirer? Oui, bien sûr que vous l'êtes. Mais il faut quand même s'entourer de précautions pour ne pas être plus nocif pour l'enfant que utile. Alors après, vous avez tout simplement le nettoyage au coton-tige. Alors après, on peut en parler. Coton-tige ne doit jamais rentrer dans le conduit. Vous le mettez au niveau du méa et vous attendez que ça se passe. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? On va ouvrir une toute petite parenthèse. Le cérumen passe par des états. Il a un état qui est liquide, puis un peu plus épais, et quand il est oublié, il se calcifie. D'accord? Quand il se calcifie, vous ne pourrez rien en obtenir. Parce qu'il est dur, et quand vous allez mettre votre bouchon, votre coton-tige, malheureusement, vous risquez de pousser. Et c'est pas bien. Par contre, quand c'est un bouchon qui est débutant, qui est mielleux, oui, vous pouvez rentrer le coton-tige, attendre, et sur la surface du coton, ben vous allez avoir une certaine quantité de cérumen qui va adhérer et vous allez sortir. Mais vous n'avez aucune garantie de nettoyage complet. L'utilisation du sérum hypertonique, est-ce que c'est intéressant? Dans l'oreille, non. On voit souvent, alors je ne vais pas voir que des amis dans les laboratoires pharmaceutiques, mais on voit souvent celle de machin, dans l'oreille moyenne, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Pourquoi? Parce que quand on l'utilise dans le nez, on sait pourquoi on l'utilise dans le nez. Parce que quand il y a du sel, le sel se dépose, n'est-ce pas, sur la muqueuse des cornées, et cette muqueuse des cornées étant gorgée de liquide, par phénomène d'osmose, elle va chasser le liquide du secteur le moins concentré vers le plus concentré pour tamponner cette salinisation. Et donc, vous allez aider l'enfant à mieux respirer. Mais dans l'oreille, est-ce qu'il y a une muqueuse? Non. Donc le lavage, on va vous vendre des choses. Quand on vient me les présenter, moi j'ai honte, mais que voulez-vous? Tout le monde met du sel dans l'oreille, ça ne sert strictement à rien. Il n'y a aucun papier là-dessus, d'autant que ce sont des dispositifs médicaux, que ce ne sont même pas des produits qui sont remboursés. Je vous parlais du nez. Ah oui, bien sûr, non mais on était dans les otites séreuses, bien évidemment. Dans le nez, le sérum hypertonique, je viens de le dire aujourd'hui, alors on voit beaucoup de choses, on voit des enrichis en cuivre, enrichis en manganèse, enrichis... Bon, plus important, hypertonique, quand le nez est bouché, c'est très utile, parce que vous le mettez, vous attendez, vous faites moucher l'enfant d'abord, mais très, très important. Vous libérez les sécrétions, et puis ensuite, vous allez asperger le nez et laisser décanter. Le sel se dépose sur le cornet, que je viens de dire, et puis ça va chasser l'œdème du cornet. Vous ne mouchez pas, ça c'est très important, de savoir que vous lavez, vous faites moucher l'enfant avant pour évacuer, vous lavez et vous laissez en place, et la fonction se met en place. Je parle de la solution hypersaline, et non pas de l'isotonique que vous allez uniquement pour rincer le nez, pour laver le nez. Pas d'autres questions? Merci infiniment en tout cas pour l'intérêt que vous avez porté à cet atelier. Merci beaucoup.